Pour ce soir, on fera comme si la sauge est allumée, car par rapport à l'alarme incendie, c'est pas possible. Donc, chut. Wow. Hey, 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 yaki yo ho ho ho, yaki yo ho ho ho, hey, hey, yaki yo ho ho ho, hey, hey, yaki yo. Chant des femmes guerrières Lakota. J'ai 4 ans, je suis à la maternelle, je joue, je suis dans le bac à sable, je suis bien. Quand les adultes me demandent qu'est-ce que je veux faire plus tard, je leur réponds je suis une indienne. Ils me font n'importe quoi, et puis de toute façon les Indiens sont dans des réserves. Je leur dis, ouais, chouette, tu dois y avoir plein à manger. Parce qu'en fait, ma mère, quand elle fait les courses, elle pense d'abord à remplir les réserves. Et là, je sens qu'on me tire l'oreille. Je me retourne, je me débat, je mets un grand coup de pied à la maîtresse. Elle me lâche, je tourne autour du bac à sable. Elle m'attrape, me met une grande gifle, me jette dans la cour et me dit, va te ranger. Là, néanmoins, un sentiment de colère et d'injustice. Et je me dis que de toute la vie, je ne retournerai plus jamais à l'école. Le même jour, je fugue. Ma mère passera tous ces jours après à me mettre la main dans la main avec à la maîtresse. Et dès qu'elle me lâchera, je partirai. Là naît mon échec scolaire. Le temps passe. Il est 5h45 du matin, le réveil sonne. J'ai pas envie d'y aller, je suis fatiguée et en même temps, j'ai pas envie de laisser les patients et mes collègues dans la merde. Donc je me lève et j'y vais. J'arrive dans le service, enfin là tu vois, je suis encore dans le vestiaire. Hein. Donc, hop, voilà. J'arrive dans le service, il est 7h du matin. Mes collègues, elles ont déjà commencé dans le grand couloir. Moi, je vais prendre en charge le petit couloir. Aujourd'hui, à l'Assistance publique, hôpital de Paris, qu'on soit du week-end ou de la semaine, on est 3 aides-soignants pour 37 malades et 11 toilettes chacune. Hop. Attends, je suis un petit peu intimidée quand même. Hein. J'apprends quand j'arrive dans le service qu'il y a un patient qui est agité. J'ai des astuces dessus pour pouvoir faire ces patients-là. J'ai toujours des petits bonbons dans ma poche. Des bonbons sans sucre. Pourquoi sans sucre? Parce que du coup, ça peut aller à tous les patients, hein, même diabétiques. Et puis généralement, ça les détourne un petit peu. Quand tu mets un petit bonbon sucré dans leur bouche, ça leur détourne de leur agressivité. Moi, je mets 20 minutes pour faire une toilette. À l'école, on apprend à faire des toilettes en 45 minutes. Et la démarche qualité, le management, l'accréditation et l'encadrement ont décidé que c'était 6 minutes. Première toilette, hop, salle à manger. Deuxième toilette, hop, salle à manger. Parce qu'on est dans le petit couloir et puis là, tu vois, c'est les portes des chambres. Donc j'arrive à l'agiter, donc je vais le tourner comme ça. Donc j'arrive à l'agiter, comme ça dans son lit, il est comme ça il est comme ça. Il baigne dans sa pisse, il baigne dans sa merde. Et il n'a pas été changé depuis la veille au soir. Il y a encore l'infirmier du matin et l'infirmier du soir, de nuit, qui est en train de parler de son cas. Je vais commencer à faire la toilette, donc je prépare mon matériel. Je mets des draps dans son lit pour absorber son urine
bah, pour que ça puisse déjà commencer à absorber et puis pour le réchauffer, hein. Et donc je prépare mon matériel, bassine, gants, serviettes et tout ça. Donc ça naturellement ça fait partie des 6 minutes, hein. Je rentre dans sa chambre. J'ai des techniques aussi, j'ai des astuces dessus aussi par rapport à ces patients-là, au-delà des bons petits bonbons. Je rentre dans leurs yeux et je leur parle avec une voix douce et je fais des gestes assez lents et je leur explique qu'est-ce que je vais leur faire. Donc là, j'ai réussi à l'allonger, ça a apaisé. Donc moi, la façon dont il a agité, je lui donne pas son petit bonbon parce que j'avais peur qu'il fasse une fausse route, hein, donc qu'il avale de travers. Donc je décide de pas lui donner. Et en même temps, du coup, ce que je mets en place, en fait, c'est que je vais lui parler encore avec une voix un peu plus douce et à chaque fois que je vais rincer mon gant, je vais être tout le temps ma main en contact avec lui. Donc là j'ai commencé son visage, j'ai commencé son buste et tout ça, hein. Donc je suis comme ça, voilà, hop hop hop. Donc là j'arrive à la fin du devant, donc en fait je vais le pivoter, donc je vais faire le patient. Quand tu fais une toilette en fait, donc là on imagine que c'est le lit, et quand tu fais une toilette, tu pivotes ton patient, t'as pris ton drap, tes couches ou tout ça, tu vas rouler le sale, hop, tu vas nettoyer le matelas, tu vas l'essuyer et tout ça, et après tu vas rouler ton propre. Voilà, puis après tu vas récupérer de l'autre côté, tu vas nettoyer le côté qui n'a pas été lavé, donc comme ça tu vas nettoyer là, et puis après tu vas évidemment retirer tout ton sale, hein. Tu vas renettoyer ton matelas, tu vas retirer ton sale. J'ai une autre astuce aussi par rapport à ça, c'est pour pas mettre ça par terre par rapport à l'asepsie, donc pour faire attention quoi, et donc du coup tu mets ça je mets ça dans un sac plastique et comme ça je récupère tout et puis il n'y a rien qui est par terre et qui est sale ou quoi que ce soit. Rien n'est souillé quoi. Donc là moi tu vois j'en suis là, donc là je l'ai retourné. Voilà, donc j'espère que tu t'es pas emmêlé dans le propre et le sale, hein. Donc là je l'ai retourné et en fait je commence à laver au niveau de sa nuque, au niveau de son dos. Je vais évidemment pas faire les bas des jambes, hein, parce que j'ai pas de temps. Donc quoi qu'il arrive, tu n'auras pas les pieds lavés. Et puis c'est tout, tu es baigné dans ta pisse ou dans ta merde. Donc là, je suis en train de lui faire son dos. Donc je lui ai fait attraper la barrière aussi le plus loin possible pour pouvoir qu'il ne se redresse pas tout de suite. Et puis le plus loin possible aussi pour avoir vraiment de la place pour pouvoir remettre le propre. Donc... moi j'en suis là en fait, je lave le dos et tout ça, et en fait là il commence à se ragiter. Bon, moi je commence à le tenir un peu plus fermement, et là en fait je suis en train de laver ses fesses, hein. Et donc il s'agite comme ça, hein, tu vois, et puis moi je le tiens, donc là je commence à prendre mon drap, à le rouler et tout machin, et en fait je lâche un peu la force au niveau de mon maintien, et là en fait il se retourne et il me retourne le pouce. Donc j'ai le réflexe de suivre son mouvement parce que sinon il m'arracherait la main. Là j'ai qu'une envie, c'est de lui éclater sa gueule, mais je le fais pas. Alors la chose à laquelle je pense, c'est comment je vais faire pour mes clopes et pourquoi je suis toujours volontaire pour faire des trucs comme ça. J'ai envie de crier, je suis énervée, j'en veux à la terre entière, j'en veux à mon employeur, mais mon employeur c'est l'État, de nous laisser dans des conditions comme ça. Je m'en veux à moi d'être venue travailler alors que j'étais fatiguée, je lui en veux à lui de m'avoir fait mal, et je nous en veux à nous, le personnel médical, d'accepter des conditions comme ça. J'en veux à la terre entière, pardon. Le reste se fait difficilement, hein, parce que j'ai le pouce, il fait tout comme ça, hein, j'ai super mal, j'ai du mal à appréhender, j'arrive pas à serrer la main, hein. Donc en fait l'habillement, le transfert au lit, du lit au fauteuil, j'ai beaucoup de difficultés à le faire. J'ai toujours envie de le frapper, hein. J'ai envie de le frapper, j'ai envie de l'insulter, je me sens démunie, je me sens pas bien. Donc je l'emmène en salle à manger, je refais même pas le lit. Je refais même pas le lit, je l'emmène en salle à manger. Je vais voir mes collègues pour leur dire ce qui vient de se passer. Je vais voir la surveillante pour faire une déclaration de travail, parce que là je sais en fait que ce que je viens d'avoir en fait, je sais que je vais avoir mal, quoi, parce que je le ressens,
tu vois. Et en fait, en tant qu'étudiante, alors je me sentais un petit peu nantie ou un petit peu, enfin tu vois, voilà, je suis aide-soignante et tout. Enfin, en tant qu'aide-soignante, tu peux aller travailler où tu veux. Je pouvais quitter, tu vois, la paix comme enfin la science publique, pareil, comme je voulais. Et là, en fait, je sais que ma pépite d'or, elle est retirée, quoi. Tu vois. Donc, on établit un excuse-moi, ça me fait encore de l'émotion, je suis désolée. On établit un accident du travail. Donc on le fait et tout ça. Et en fait, bah, du coup, bah, moi j'en étais qu'à ma troisième toilette. Hein. Donc bah, il y en a 8 autres. Hein. Ouais, c'est ça, 8. Et en fait, bon, bah, je vais essayer de faire ma quatrième toilette, sauf qu'en fait, j'y arrive pas. J'arrive pas parce que bah, j'arrive pas à l'appréhender, j'arrive pas à la faire, quoi. C'est trop mal. Donc bah, là, bah, je vais dire à mes collègues que, bah, que je vais partir et que je vais aller dans un autre hôpital, enfin que je vais aller faire des radios aux urgences. Sauf que bah, là, en fait, je suis obligée d'aller dans un autre hôpital parce que dans mon hôpital, il n'y en a plus. Donc, bah, je pars, hein, et puis là, je suis dans ma voiture, et là, j'ai du mal à tourner le volant et tout ça, hein, pour aller faire les radios et tout. Et là, en fait, je me demande comment ça se fait que j'en suis arrivée là, quoi. Parce que moi, en fait, j'ai commencé à l'assistance publique, enfin, à l'assistance publique au hôpital de Paris en 1991. Et j'ai 19 ans, et en fait, bah, moi, je suis tombée amoureuse de ce métier. J'étais en tant que RCA, donc RCA, ça veut dire remplacement de congé annuel, donc pendant l'été. Et, et, euh, et donc, bah, j'y vais. Donc, j'ai pas le droit de vous donner les noms des hôpitaux, mais par contre, je vais vous donner les villes des hôpitaux. Donc, à Villejuif, dans le 94, il y a un hôpital de l'assistance publique, hôpitaux de Paris. Donc, j'y vais. Donc, là, j'ai des horaires de nuit. Parce que ça fonctionne sur 3 horaires, hein, et puis maintenant ils veulent nous mettre sur 12 horaires. Mais là, hop, voilà. Donc j'arrive et tout ça, et donc je suis là, j'ai 19 ans, je suis toute timide et tout. Enfin, je trouve que le blanc me chie à ravir, par contre, tu vois, donc je suis contente et tout. Mais voilà. Et en fait, on me dit non, non, bah non, tu t'es trompé d'étage, c'est de l'autre côté. Ah, d'accord. Donc je monte et tout. Et en fait, là, je vois. On est 3 aides-soignants de nuit, enfin oui, de nuit. On a 2 infirmières de chaque côté. C'est leur dextérité, leur technique pour pouvoir mettre, bah là du coup, les patients du fauteuil au lit, la façon dont la rapidité, comment ils déshabillent les personnes, toutes les techniques. Moi, je suis époustouflée, j'apprends, je suis un petit peu impressionnée parce que bah, du coup je connais pas du tout, quoi. Et ils m'encadrent vraiment bien, ils m'apprennent et tout, c'était waouh. Et là en fait je me dis waouh, mais moi c'est ça que je veux faire, quoi, tu vois. Et, donc on fait l'échange et tout machin, et puis d'un coup plus personne. Dans le service, plus personne, je me retrouve toute seule et tout, je suis un peu comme ça. Et là j'entends laissez-moi sortir, laissez-moi sortir, laissez-moi sortir, je vais aller travailler. Et là je dis oh, qu'est-ce que c'est et tout. Donc je vais dans le couloir et tout, et là je vois il y a une mamie comme ça, laissez-moi sortir. Donc en fait, je sais pas si tu as déjà été à l'hôpital, tu vois, tu as des filets, tu vois, donc c'est des grandes, comment dirais-je, des grands, tu sais, une culotte avec des élastiques, enfin super élastiques et tout, et en fait sa porte, elle est tenue, la poignée de sa porte est tenue avec la culotte. Et de l'autre côté, tu as vu, il y a des rembarres dans les hôpitaux, tu vois. Et de l'autre côté, et elle est comme ça. Donc du coup, ça fait la stock, quoi, tu vois. Et en fait, donc moi, tu sais, je dis oui, qu'est-ce que c'est. Parce que moi, ça me fait peur, hein, je suis terrorisée là à ce moment-là. Hein, donc je retire la culotte et tout. Et puis je dis oui et tout. Et elle m'attrape le bras, elle me dit oui et tout. Faut que j'aille travailler, tout machin, faut que j'aille chercher mes enfants. Ah ouais, 23h30, vous dire, oui, il y a un problème là, je dis oui, tout. Et en fait, on commence à faire le tour et tout ça du service. Donc, il y a 2 ailes, il y a une rotonde et il y a une salle à manger. Donc, moi, je la fais marcher, hein, parce que moi, je veux qu'elle se fatigue et il se coucher, quoi. Et en fait, là, elle commence à bailler. Donc, on est comme ça, elle me chante une chanson. Ce petit chemin n'a ni queue ni tête. Donc, je m'en rappellerai toute ma vie de cette chanson. Et, et en fait, on fait le tour et tout. Et là je vois comment ça bailler. Oh, vous êtes fatigué? Elle me dit, oh, bah oui, un petit peu et tout. Je dis, bah venez, on va aller se coucher. Et donc, on commence à y aller. Et puis là, elle arrive. Donc, j'avais laissé la porte ouverte en grand, la lumière, c'était la seule chambre qui était allumée, hein, pour bien repérer. Et en fait, on va dans ça. On me dit, mais c'est pas ma chambre. Après, je me dis, ah, peut-être qu'elle pense que, en fait, bah, par rapport à chez elle, quoi. Je lui dis, bah si, c'est votre chambre. Je dis, mais vous voulez quand même pas aller vous coucher là? Elle me fait, oh, bah si, pourquoi pas. Donc, du coup, ouais.
Donc elle se couche et tout, donc bonne nuit, et tout machin. Donc je referme évidemment comme on s'était, je me dis, oh. Et puis après, le matin, en fait, je me dis que moi je veux faire ce métier-là, quoi. Parce que c'est un métier qui est vraiment génial, c'est magnifique, je l'aime ce métier, moi. Et en fait, moi, à ce moment-là, je fais un BEP secrétariat, que j'en ai rien à foutre. Hein, donc, je vais mettre en place, je vais finir ce que j'ai commencé quand même, mais je vais mettre en place des choses pour pouvoir apprendre à faire ce métier-là. Donc, en 92, j'ai mon diplôme de BEP secrétariat. Hein, et je suis contente quand même, hein, évidemment. Et donc, je refais remplacement de congé annuel, donc toujours dans le même hôpital à Villejuif. Hein, et là, en fait, je suis du matin. Et là, le matin, donc j'apprends une autre façon de voir, quoi, le métier d'aide-soignante. Et là, on est 6 du matin. On peut laver les gens tous les jours. Tous les jours. On peut les doucher. Tous les jours. Il y a 3 infirmières. Enfin, infirmières, tu vois, mais c'est vrai qu'il y a un peu plus de femmes, il y a des hommes aussi. Hein. Mais voilà. Et là, en fait, tu vois, je te fais le patient. Enfin, tu vois, voilà, je prends le plateau, on va le faire manger et tout. Donc, je m'installe. Hein. Donc, tu vois, il est là et tout, machin, il ou elle. Hein. Tu mets le plateau et tout. Ah, peux-tu manger bien? Ouais, c'est bon. Ah, c'est bon et tout. Donc, tu peux discuter. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Enfin, moi, j'ai fait ça. Bon, évidemment, tu vous vois. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Ah, tati tata, enfin, machin. C'était bien parce que toute leur histoire, elles sont bonnes à prendre pour la conquête. Hein. Tu vois, donc ouais, toi, moi aussi, machin et tout. Donc, tu prends, voilà. Ah, c'était bon. Ah, ouais, c'était super bon. Et voilà. Tu peux, enfin. En 93, pareil et tout. Donc en fait, j'apprends pour avoir le diplôme d'aide-soignante, il faut avoir le BEP sanitaire et social à l'époque, ou avoir le BEPC. Moi, je l'ai passé 2 fois, mais je l'ai pas eu. Hein. J'avais un 000 parce que au-delà du fait de ne pas aller à l'école, j'ai saupoudré ça d'une dyslexie ou dysorthographie, j'en sais rien. Mais bon, du coup, l'orthographe, voilà, 000. Et j'apprends que tu peux avoir le certificat de la Croix-Rouge. Donc, je vais faire ça. Donc, je vais trouver un travail pour pouvoir cotiser pour avoir les ACDIC et que ce soit les ACDIC qui me payent ma formation. Bah oui. Et donc, en 1994, je rentre dans l'école pour devenir aide-soignante. C'était difficile, là, quand même. Hein. Attends, je vais démêler tout ça, parce que waouh. Et là, en fait, je vais faire pas mal de stages. Et donc, je vais peaufiner mon savoir dans quel service je vais aller travailler. Donc, là, je vais faire un stage en pédiatrie générale. Donc, pédiatrie générale, en fait, ça va de 0 jusqu'à 16 ans. Hein. Et là, tu vois, là, le petit bébé, il est là et tout, ah, gazou. Donc, en fait, je vais lui donner son petit biberon. Donc, je lui donne son biberon, tac, oui, je lui fais son petit rot et tout, machin. Je le rachète en position comme ça. Je me retourne et tout. Et en fait, je fais les transmissions. Hein, combien il a bu, s'il a fait son pipi, son caca, combien il a fait de rot et tout, machin. Et en fait, je me retourne et puis, en fait, là, il est mort. Là, je me dis, la pédiatrie, c'est pas fait pour moi, quoi. Parce que, tu vois, ça me fait mal à mon cœur. Pareil, un autre jour. Hein, donc, un autre jour, je rentre dans une chambre. Donc, c'est un petit gamin qui a 4 ans, qui a de sida. Et je rentre dans la chambre et tout. Je dis, ah, bonjour, mon pélo. Pour ça, évidemment, t'as pas le droit non plus. Hein. Mais bonjour et tout. Donc, je me souviens plus pourquoi je suis là, constante ou j'en sais rien. Enfin, bref, une toilette, je me rappelle plus. Et là, il me regarde comme ça, il me fait, pourquoi je vais mourir? Oh. Pourquoi tu dis ça? Je dis, non, pourquoi? Tu vas pas mourir, quoi. Enfin, et là, il me fait, pourquoi tu me mens? Oh. Ouais, on va tous mourir, quoi, mais, voilà, oui, oui, mais oui, on va tous mourir, mais toi, tu vas mourir de vieillesse. Moi, je vais mourir parce que j'ai une maladie. Attends, je reviens. Donc là, je sors de la chambre et là, je pleure, quoi. Et là, je me dis, de toute façon, définitivement, la pédiatrie, c'est pas pour moi. Donc, je vais faire d'autres stages, hein, et là, je vais en psychiatrie. Donc, la psychiatrie, c'est bien aussi, hein, mais pas pour moi non plus. Donc, je vais être en tant qu'élève aide-soignante en secteur fermé.
Donc là, secteur fermé, tu as le psychiatre qui est en train d'interroger le patient. On est 15 000 dans la chambre, donc il y a le psychiatre, les internes, les externes, les infirmiers, les élèves infirmiers, les aides-soignants, les élèves aides-soignants. Donc moi, j'en fais partie. Hein. Donc, tu vois, on est tous comme ça. Ah ouais, qu'est-ce qu'il va dire, tu vois. Et là, en fait, il y a... donc là, je te fais le patient. Là, le patient, donc il regarde le psychiatre, ils parlent tous les deux et tout. Et puis à un moment, il y a le patient qui le regarde, qui fait « Vous avez les oreilles qui poussent. » Ben voilà. Ben moi, je fais ça. Donc je rigole. T'as le psychiatre qui me regarde. Sortez. Donc je sors et tout. Et là, je sors de la chambre. Et tout. Je m'éclate de rire. Et là, je me dis, bon, la psy, c'est pas pour moi non plus. Parce que moi, de toute façon, bah, s'il y a des trucs comme ça, je vais rigoler, c'est obligé, quoi. Donc je me dis, laisse tomber. Je vais travailler en gastro, donc hépato-gastro, bah, c'est tout ce qui est maladie au niveau du bidon, hein, donc voilà, ça va quoi, mais ça se passe bien. Hein. Enfin, il y a un truc, bon, c'est pareil, hein, toujours le médecin qui fait une interview, parce que ça m'avait trop choqué, quoi, qui fait une interview avec une patiente et tout, donc on est tous les mêmes, hein, pareil, le médecin, l'interne, l'externe, infirmier, élève infirmier, élève aide-soignant, élève aide-soignant, voilà. Donc on est tous là, donc t'imagines pour l'intimité de la personne, mais bon bref, on est tous là, donc on est tous accrochés à qu'est-ce qu'elle va dire, quoi, et là c'est une femme, donc il y a le médecin qui lui dit et vous buvez combien? Et elle lui dit une bouteille de Ricard, une bouteille de whisky, 3 ou 4 bouteilles de rosé et quelques bières. Alors j'ai bien aimé le et quelques bières, tu sais, saupoudrer ça, puis dans ma tête je me dis putain mais elle passe sa journée à boire quoi en fait. Et après, elle lui dit oui, et puis 3-4 paquets, bah non, 2-3 paquets de clopes, parce que j'exagère quand même, 2-3 paquets de clopes. Je me dis, waouh! Bon, moi ça va, je faisais la teuf à l'époque, je me dis, bon, bah, ça va, je suis bien quand même, tu vois, donc j'ai de la marge, tout va bien. Et là, en fait, donc en 95, bah, j'ai mon diplôme hein, d'aide-soignante, et je vais travailler dans ce service-là. Donc c'est génial et tout ça, et en 95, en fait... il y a une grande manifestation, hein, et moi je suis CDD, et je vais la faire. Hein. Donc là je travaille à l'hôpital de la ville du Kremlin-Bicêtre, donc de la PHP, Institution publique Hôpitaux de Paris. Et en fait, on a, je sais pas si tu te rappelles, hein, on a bloqué tout Paris, on a foutu un bordel, moi j'adore. Hein. Alors, c'est important aussi, hein, tu vois, nos conquis sociaux et tout ça, mais j'adore foutre un bordel dans la rue, ça, moi j'aime bien, avec la CGT, c'était génial et tout machin. Donc là, tout était bloqué hein, pendant 3 semaines. Donc nous aussi, on rentrait à pied, hein, parce qu'il n'y avait plus de métro, il n'y avait plus de bus, il n'y avait plus rien non plus. Hein, donc, voilà, et puis je sais pas si tu te rappelles, on a réussi à garder nos conquis sociaux. Donc c'est un petit message pour le 10. Hein. Voilà. Et du coup, là en fait, j'ai rendez-vous avec la direction qui me dit de toute façon, Madame Ferry, déjà vous êtes en CDD, si on vous met en CDI, de toute façon, vous faites déjà des manifestations, qu'est-ce que ça va être? La même chose, hein, mais voilà. Donc, et en fait, du coup, mon CDD n'est pas renouvelé, mais en même temps, c'est pas grave, puisque moi, ça va me permettre de faire d'autres choses, hein, de faire du soin à domicile et tout ça, donc c'était vachement bien, quoi. Et là, après, dans ma voiture, en fait, je me demande comment ça se fait qu'on en arrivait là. Parce que bon, hop, je m'assois un petit peu, je bois un coup aussi. Là, je te détaille tout ce que je fais. Hein. J'ai mon corps avec l'émotion qui me fait plein de trucs, donc voilà. Donc je sais pas si tu te rappelles, en 1936 et tout, les grandes manifestations, hein, merci la CGT, puis merci mes ancêtres, hein, moi je suis très fière de ça. Et en 1946, en fait, il y a le régime général de la sécurité sociale hein, qui est mis en place. Et en même temps, par rapport à 95, par rapport à tout ça, en fait, les réformes de l'État, ça commence à l'hôpital. Hein. Et pourquoi parce qu'en fait, par rapport à la sécurité sociale et par rapport à tout ça, en fait, il y a le MEDEF et puis les actionnaires qui n'ont aucune mainmise dessus. Donc du coup, voilà. Donc je vais te prendre un petit terme médical, puisque eux, ils se permettent de faire des ordonnances. Donc moi, je me permets de faire des choses, quoi, hein, de toute façon. Donc en fait, la première infiltration se fait en 1960.
Donc moi j'ai moins 12 ans, hein, donc voilà. Et elle se fait par le général de Gaulle, en fait, qui instaure, attends, je prends mon petit papier quand même, hein, qui instaure l'école supérieure de la sécurité sociale et va en sortir de ça, ben, en fait, des directeurs pour pouvoir diriger les centres de sécurité sociale. Voilà. En 1967, en fait, moi j'ai moins 5 ans, hein, il y a l'ordonnance Jeanneney qui introduit la parité. Alors tu dis, oh, c'est vachement bien la parité quand même, parce que bah, du coup ça fait 50-50, normal et tout ça. Mais en fait, pas du tout, hein, parce que, bah, je sais pas si tu as remarqué, hein, à partir du moment où il y a un syndicat qui signe, et bah, du coup, bah, nos conquis sociaux bah, s'amoindrissent, quoi. Donc voilà. Et avant la parité, bah, en fait, on était à 75-25, donc c'était bah, beaucoup mieux. Voilà. Et ça se passe comme ça. Moi, il y a quand même une question que je me suis posée quand j'ai établi la conférence, la conférence gesticulée et tout ça, c'est comment ça se fait qu'en 68, on n'est pas revenu là-dessus. Voilà, bref. Non, mais c'est vrai, parce que quand même... Après, en fait, il y a un tournant néolibéralisme, j'arrive même pas à le dire parce que c'est compliqué, donc je te dis qu'est-ce que ça veut dire le néolibéralisme, hein. Heureusement que j'ai un papier parce que je ne m'en rappellerai pas. Donc c'est une doctrine qui prône une liberté maximale pour les entreprises et le minimum d'intervention de l'État. Moi, quand j'ai fait ça, je l'ai lu plusieurs fois parce que je me dis, qu'est-ce que ça veut dire? Je te rappelle qu'on est quand même à l'hôpital. Tu veux que je le relise ou... Enfin, moi, je le relis quand même. Doctrine qui prône une liberté maximale pour les entreprises et un minimum d'intervention de l'État. C'est pas un truc de ouf, ça? Et ça se fait en 1983. Par décret qui inaugure la mise en place d'une comptabilité d'hôpital analogue à celle d'une entreprise privée. Bon, moi, en 83, je m'en fous un peu de tout ça, puisque bah, j'ai 11 ans. Hein. Donc, bah oui, c'est vrai. Et donc, en fait, je suis en foyer, parce que bah, du coup, je vais pas trop à l'école. Donc, ma mère me dit, tu faut que t'ailles à l'école et tout, machin. Je dis, non, j'ai pas envie, t'iras en foyer. Bon, bah, j'irai en foyer. Mais là, c'est pareil, je vais faire quand même un petit peu une école à la carte. Hein. Et en fait, je suis à Chariot, c'était trop bien. Je visite les catacombes et tout, machin. Donc, voilà. C'est génial. Après, il y a une autre loi qui passe en 1987. Donc moi, j'ai 15 ans. Donc là, c'est pareil. Hein. Moi, j'ai pas de cheval, mais j'ai une mobilette. Ma mère, elle me fera un petit truc. Ouais, si tu passes en quatrième, et bah, tu auras ta mobilette. Bon, bah, du coup, bah, je suis passée en quatrième et j'ai eu ma mob. Et en fait, avec ma mob, c'est trop bien, quoi. Moi, je m'éclate et tout, je prends tous les feux rouges, je vais faire la Nationale 7 en sens inverse et tout, c'est trop bien. Donc déjà à l'époque, tu vois, donc sur la Nationale 7, donc je vais faire sur 3 stations, je sais pas si tu connais sur la ville juive, quoi. Et en fait, tu descends et il y avait des ponts, tu vois, des souterrains pour aller plus vite au niveau des feux rouges, quoi. Et en fait, là, je suis là et tout. Bon, elle a fait mais bon, c'est pas grave. Donc, du coup, je suis en face et tout, je suis comme ça, et tout. Et donc, je me dis, oh putain, donc ça va vite quand même, tu vois. Et donc, du coup, je me mets sur ma droite, sauf que là, je pense, je suis pas en train de penser que eux, ils arrivent sur ma gauche, tu sais, sur leur gauche, donc du coup, ils vont super vite. Et là, je me dis, waouh! Et donc, ils remontent des tunnels et tout. Et là, en fait, bon, j'ai fait ça sur 3 stations de métro, hein, mais bon, je te conseille pas de le faire, mais je suis arrivée vivante, donc tout va bien, quoi. Bah ouais, attends. Et en fait, en 1987, avec l'institution dans le cadre du ministère de la Santé créé par un comité national d'évaluation médicale, alors ça veut dire quoi? Ça va être la future accréditation. Alors qu'est-ce que c'est l'accréditation? Bah, c'est des gens qui arrivent dans ton hôpital, enfin, oui, parce que tout, c'est à moi l'hôpital. Enfin, bah non, mais parce que c'est ma famille, c'est mes collègues, c'est les patients, enfin tu vois, c'est mes patients. Voilà, enfin tu vois, c'est notre matériel, c'est tout quoi. Enfin tu vois, on vit pour ça quoi. Et en fait, donc l'accréditation, c'est des gens qui vont rentrer dans l'hôpital, hein, dans les services, et qui vont décider si ton service il est ouvert ou s'il se ferme. Voilà, sur leurs critères à eux. Hein. Donc voilà, ça c'est en 87 que ça commence à se mettre en place. Tu vois, ils réfléchissent à des trucs bizarres, hein, qu'est-ce que je te dis. Hein.
Voilà. Et en 1991, donc il y a une loi en 1991 qui fait l'objet d'obligations de projet d'établissement et de projet médical d'établissement aussi, avec objectif dans une politique de qualité et d'évaluation des soins, pardon, je vais trop vite, et instaure l'expérimentation du budget par objectif de la tarification par pathologie. Donc ça, c'est la future loi T2. Alors, qu'est-ce que c'est la loi T2? Donc, c'est la tarification à l'acte. Alors, voilà, exemple, tu es dans un service d'ORL, tu dois faire tant d'ablation des amygdales, tant d'opérations des oreilles, tant au niveau des sinus, tu es dans, je sais pas, en pneumologie, tu dois faire tant de consultations de pneumopathie, ou tu vois, enfin voilà quoi. C'est ça la loi T2. Et en 91 aussi, il y a une année charnière également pour la sécurité sociale. C'est la mise en place de la CSG. Voilà, donc ça c'est une belle connerie aussi, mais bon. Et le livre blanc sur les retraites qui lance les réformes successives des retraites. En même temps, la réforme de l'hôpital, la réforme de la sécurité sociale infléchit la solidarité collective des salariés qui s'exprime par la mutualisation des cotisations en solidarité et envers les pauvres et financée par les impôts. Donc bah, ça en fait, ça va être des baisses au niveau des cotisations et au niveau de tout ça. Voilà, c'est ça que ça va être. Donc alors, moi je vais juste te rappeler un tout petit truc. En fait, les cotisations au niveau de la sécurité sociale, ça sert à quoi? Ça sert à payer tout le personnel hospitalier, ça sert à payer tous les hôpitaux. Tous les dispensaires, ça sert aussi à rémunérer les médecins, ça sert à rémunérer en fait tout ça, à part évidemment quand ils sont en consultation privée dans un dans un hôpital public. Hein. Donc ça aussi c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. En 1992, donc il y a Alain Juppé qui retire les élections de la sécurité sociale. Moi je ne savais même pas qu'il y avait eu des élections de la sécurité sociale, mais en 92 c'est retiré. En 1995, la grande manifestation. Et là, en fait, moi j'apprends... Attends, je suis en train de me tromper. Je suis un peu émue parce que ça m'agace un peu, tu vois, tout ça, quoi. Et on arrive aussi avec... il y a quelque chose qui arrive aussi à l'hôpital, c'est la démarche qualité. Bon, je te fais une démarche qualité. Une démarche qualité, n'est-ce pas? En fait, ce qui va nous donner ça aussi à l'hôpital, c'est en fait nous, à la place de passer du temps avec les patients, on va coucher des cases, tu vois, style toilette, demi-toilette, enfin tu vois, des choses comme ça. Donc ça va être... on va faire des choses qui n'ont rien à voir avec le soin, quoi. Parce qu'en fait, le métier d'aide-soignante, c'est de prendre soin. Et puis, en fait, on est à l'antipode de tout ça, quoi. Et pendant mes cours d'aide-soignante, j'apprends qu'il y a 14 besoins fondamentaux. De la naissance à la mort, chaque être humain a 14 besoins fondamentaux. Donc là, on va pas les faire les 14 ce soir, quoi. Donc c'est Virginia Anderson qui a créé ces 14 besoins fondamentaux. Donc en fait, c'est une grille qui nous permet, qui permet au personnel soignant de prendre un patient en charge, quoi, en fait. Tu vois, l'interview que faisait le psychiatre, c'était par rapport à ces 14 besoins fondamentaux, pour pouvoir mettre en place des soins, tu vois, des soins, c'est bizarre, je ne sais même pas comment te dire autrement. Des actes, tu vois, sur la loi T2, c'est ça qui est rigolo. Donc c'est un recueil de données, ça s'appelle. Donc je sais pas, on va en faire 3-4. Quelqu'un me donne un numéro? 6. J'ai entendu le 6 et le 7. D'accord. Très bon choix. De toute façon, ils sont tous bien, donc. Alors, se vêtir et se dévêtir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Se vêtir et se dévêtir, en fait, tu vois, quand t'es autonome, tu t'habilles tout seul, tu sais régler ta température, ton vêtement par rapport à la température extérieure. S'il fait chaud, tu vas retirer ton pull. Si t'as froid, tu vas remettre ton pull.
ou peu importe. Alors pour te donner un exemple à l'hôpital, bah, se vêtir et se dévêtir, quand tu n'as que 6 minutes pour pouvoir faire des toilettes, ça veut dire la toilette c'est l'habillement aussi, donc en fait bah, tu vas mettre en place, tu vas mettre toutes les personnes en casaque, parce qu'en fait bah, tu n'as plus le temps de pouvoir bah, les vêtir correctement. Moi j'ai vu des collègues couper les vêtements dans le dos, pour habiller les patients avec bah, des vêtements, quoi. Donc une fois, ça veut dire, enfin, un autre exemple par rapport à se vêtir et se dévêtir, j'étais en soins à domicile, en fait, j'avais une patiente que je prenais en charge, et on venait chez elle tous les 2 jours. Donc quand je l'avais habillée, il faisait super beau. Et quand je suis revenue 2 jours après, ben en fait, il faisait froid. Donc, du coup, elle avait pas su mettre en place des choses par rapport à la température extérieure. Voilà. Et tu avais dit le 7. Donc, bah, maintenir, ça veut dire rigolo, maintenir sa température. Voilà, tu vois, donc maintenir sa température, bah, ça va avec se vêtir et se dévêtir. Donc, maintenir sa température, bah, quand tu es à l'hôpital, que tu as une hypo ou une hyperthermie, c'est pour faire classe, hein, si tu as de la température en hausse de température ou en baisse, tu mets en place des choses. Si tu as de la température, tu vas prendre un médicament pour pouvoir faire baisser ta température, ou on va te découvrir, on va aérer ta chambre. Et si tu es en hypo, en fait, tu vas... on va te couvrir, quoi. Compliqué, hein. Et voilà. Un autre? Le 1. Le 1. Très bon choix. Donc c'est besoin de respirer. Donc tu vois, voilà. Hein, bah c'est le problème, ça. En fait, là t'accouches, et hop, la première chose que tu fais, c'est que tu respires. Voilà, donc en fait, on va mettre en place, je sais pas, on dit que tu es en pneumologie, tu as un problème au niveau de la respiration, on va faire bon, peut-être pas, mais bon, on peut aller jusqu'à la trachéotomie, aérosol, ou si tu n'as pas de problème pour respirer, tout va bien, quoi. Moi, je vais parler d'un qui est le 2, et je te parlerai aussi du 3. Voilà. Tu me rappelles parce que, si je m'en souviens pas, hein. Donc, le deuxième, c'est boire et manger. Donc aujourd'hui, tu vois, je vais te donner à manger. J'amène le plateau, je prends une seringue, je remue. T'es prêt? Ça va être très rapide, hein. Hop. T'as mangé. C'était bon? Moi, j'ai fait ça. Éliminer. Donc, éliminer, c'est les urines, les selles. Voilà, tu vas mettre en place, si tu es continent, si tu vas faire pipi caca tout seul, hein, donc je suis contente pour toi. Il y a aussi éliminer au niveau de la transpiration et tout ça. Et moi je me souviens, une fois en fait je suis arrivée dans le service, donc j'étais de garde, je faisais 13h 21h. Moi j'aimais bien ces horaires là aussi, hein, parce que du coup tu pouvais un petit peu dormir le matin et tout. Donc 13h 21h. Et là, en fait, j'ai une collègue qui me dit « Tiens, Élie, tu vas avoir une surprise. » Je dis « Oh, ouais, chouette, j'adore les surprises. » Et en fait, elle me dit « Ouais, et tout, on va voir le chariot et tout. » Je dis « Ah, ok. » Je vais voir le chariot. En fait, là, il n'y a pas de couche. Mais pas de couche du tout. Du tout. Donc, en fait, on a 3 changes de garde. Parce que ça s'appelle la garde, hein. Donc tu as un change à 14h, tu as un change vers 16-17h, et tu as un autre change, on va dire, entre 19h et 21h, tu vois. Voilà, parce que tu as des personnes normalement qui doivent se détacher au niveau du repas pour aller faire les changes, pour pouvoir recoucher les patients. Donc là, tu as 3 changes, tu as 37 patients, hein, je te rappelle, et du coup, dans ce service-là, on avait 35 changes à faire. Donc 35 patients, hein. Et pas de couche du tout. Mais tu vois, j'insiste sur le mot couche parce que moi ça m'avait choqué, quoi. Parce que là puis comment on va faire, quoi, tu vois. Et donc là je me dis allez, donc je vais voir les collègues d'à côté. Donc ça t'as pas le droit, hein, évidemment, chacun son enveloppe, tu vois, pas chacun sa merde, mais presque, hein, quand même. Donc je vais les voir, et moi j'avais déjà travaillé à côté.
bonjour, bonjour, tu vas bien, ouais, 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 machin, tout ça, t'as pas des couches? Donne-moi des couches, tu vois, et elle me dit, ouais, ouais, tiens, tout, machin, tout, ah, je vois trop, donc ça commence à remplir et tout, ah, j'en ai 5, ouais, trop bien. Donc je descends en bas et tout, machin, voilà, t'as pas des couches, ouais, et tout. Et en fait, je remonte et tout, et je regarde mes collègues, je dis, ah, j'en ai 15. Donc voilà, je commence à téléphoner en cancéro, non, alors ça, c'est strictement interdit. Hein. Déjà, ce que j'avais fait avant, bah, t'avais pas le droit de le faire, mais alors là, tu as encore moins le droit de le faire. J'avais bossé en cancéro et tout, et je lui dis, ouais, tout, t'as pas des couches, machin, parce que là, je suis en rate, je sais pas comment on va faire, et toi, elle me dit, ouais, si, vas-y, viens, et tout. Donc, je raccroche, je fais tout l'hôpital, et tout, tac, 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 machin. Donc, évidemment, tu sais, je les cache dans un sac poubelle, et tout, style, je sais rien, et tout, donc je reviens. Et là, j'en ai quoi? Je dois avoir 25, quoi. Je lui dis, ah, trop bien, 25 couches, mais dans l'instant, je réalise même pas que. Mais c'est pas grave, donc on commence à faire l'échange et tout, hop, et là ça diminue le tas, hop là, ah 10, c'est pas grave, allez on y va, ah 5, ah c'est pas grave, on y va, ah plus de couches, merde. Et là on arrive en fait à une patiente et on va lui faire des couches avec des draps et des sacs poubelles. Donc on va mettre le drap en triangle, tu vois, donc voilà, et donc tu as le patient là comme ça, donc tu vois, on va remonter comme ça, hop, hop, et là on va faire des trous, hop, hop, on va nouer, et tu as une couche, sac poubelle. Donc évidemment, quand on arrive à une... il y avait la fille la fille de sa maman, évidemment, donc de la patiente, hein. Et elle me dit, oui, c'est inadmissible et tout, machin, comment ça se fait, enfin, quelle honte, je sais pas, oui, je sais bien, moi j'aimerais bien que vous nous aidiez, quoi, que vous nous, que c'est pas que vous refusez de payer ou quoi que ce soit, mais on a besoin d'aide en fait, on a besoin d'aide, quoi. Je sais pas que vous refusez de payer, c'est que je sais pas, mettez votre cotisation, on sait rien comment ça s'appelle, le loyer de votre maman, j'en sais rien, dans la caisse et dépôt et consignation, enfin un truc comme ça, pour nous aider, parce que nous on peut faire autant de manifestations qu'on veut. Enfin je veux dire, on va pas fermer l'hôpital et hop là, dégager les patients, non, on s'en fout en réanimation, c'est pas grave, va respirer ailleurs, on peut pas faire ça, tu vois. Donc du coup, le minimum de sécurité, on y est toute l'année, tout le temps. Tu vois, et en fait, là, on n'a plus de couches, quoi. Donc, je dis ça à sa fille et tout, et puis je lui dis, mais aidez-nous, quoi. Et puis là, moi, elle me fait, bah non. Bah ouais, mais ta mère, elle aura une couche, enfin, je pas dit, votre maman, elle aura une couche avec une protection avec des draps et des poubelles, enfin, un sac poubelle. Le problème, c'est que le soir, ils n'auront plus de draps, il n'y aura plus de sac non plus, plus de sac poubelle non plus, tu vois. Voilà. Le deuxième. Éliminé. On dirait une pub, buvez, éliminé. Tu vois. Voilà, attends, je bois un coup. Donc on va faire des manifestations en 2002. En 2004 aussi, par rapport à la loi T2. On va faire en 2008, je prends mon petit papier, en 2008 pour la sécu, la retraite, l'instauration tu vois, et puis alors pourquoi ça fonctionne pas? Parce que du coup il y a l'instauration du service de la RATP et de la SNCF, donc ça serait bien, tu vois, que le 10 il bloque tout, quoi. En 2011, 2010-2011, on est des milliers et des milliers dans la rue pour les retraites, je sais pas si tu te rappelles. En 2015, en fait, on va... nous, on a... comment est-ce qu'il s'appelle Monsieur Hirsch. Donc, je ne sais pas si tu te souviens, mais Hirsch, c'était le directeur d'Emmaüs. Hein, donc, je ne sais pas, à un moment, il y a dû y avoir un truc qui a viré dans son cerveau. Quoi, parce que, donc là, on fait des... C'est comme un moment, on a eu aussi... je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelait, mais la présidente des Danone, quoi, tu vois. Donc, du coup, elle nous a pris pour des pots de yaourt dégagés, et hop, on vous a mangé, hop, à la poubelle, ou j'en sais rien, enfin, je sais pas. Et en fait, en 2015, donc, il y a encore un décret, la loi Hirsch, je sais pas quoi, donc ils nous retirent encore des RTT parce que voilà, du personnel, du matériel, du personnel ouvrier, parce qu'à l'hôpital, tu as du personnel ouvrier, tu as du personnel administratif, c'est une petite ville, hein, l'hosto, hein, et du personnel soignant, enfin, tu vois. Donc nous, on va manifester pour que on garde tout ça, et puis que
on demande à ce que en fait on ait plus de personnel, plus de moyens, plus de tout quoi, tu vois, mais lui il veut pas. Et là à ce moment-là en fait bah moi je vais entendre parler d'un mec qui s'appelle Ambroise Croizat quoi, parce que moi pour moi c'est un arrêt de bus en fait le mec, tu vois, donc, voilà. Ah si c'est sur la ligne du 131, tu vois, donc ça fait enfin voilà, ça fait 8 mai 45, Ambroise Croizat les coquettes, tu vois. Donc moi tu sais je me tiens, pourquoi il me parle de mon, tu sais, de l'arrêt de bus quoi, enfin, tu vois, donc je vais te lire un papier parce que là je suis sur internet parce que je me dis tiens qui sait quand même, tu vois, parce que bon. Donc maintenant, depuis que j'ai fait la formation, j'ai appris que j'étais en réussite différée. J'adore être en réussite différée. Non mais c'est trop bien quoi. Ça sonne bien quand même, c'est la grande classe quand même. Enfin, réussite différée. Les autres ferry, t'es en réussite différée. Donc, je fais ma crâneuse, hein, tu vois. Donc là, je vais te lire un article en fait qui est venu, que l'univers m'a envoyé quoi. Hein. Donc le 12 août 1946, il y a exactement 71 ans, en moins de 6 mois dans un pays ruiné, la sécurité sociale était mise en place. Tout allait changer dans le sens de la dignité pour des millions de Français. Merci le Conseil général, merci le Conseil national de la résistance générale, je sais pas pourquoi, mais bon, bâtie sous la maîtrise d'œuvre d'Ambroise Croizat, elle visait à en finir, comme le soulignait le ministre du Travail de 1945 à 1947. Donc en fait en 1947, c'est les socialistes qui ont dit non, on ne renouvelle pas ton CDD, salut Ambroise, et voilà. Bon, c'est pourquoi maintenant. Hein. Avec le rejet, l'exclusion, l'impossibilité d'accéder aux soins, et surtout, disait-il dans des termes très novateurs, en finir avec la souffrance et les angoisses du lendemain. Un peu partout, elle s'organisa à l'aide des bénévoles des entreprises, essentiellement des militants de la CGT, hors leur temps de travail sur leur congé. 2 tiers des Français n'étaient alors découverts par aucune assurance sociale. La plupart vivaient à l'heure de la charité ou de quelques petites mutuelles dont les caisses étaient épuisées à la moindre épidémie de grippe. La sécurité sociale donna à tous les salariés la possibilité d'accéder à l'hôpital, au médecin ou à la pharmacie sans débourser 1 centime dans la plupart des cas. C'était une véritable révolution, raconte un ouvrier. Avant, on ne se soignait pas. On laissait la maladie nous affaiblir ou nous emporter. Je me souviens de surenchérir un paysan qu'avant la fameuse Sécu, l'intervention chirurgicale, on n'y pensait même pas. C'était une terreur. Pour les familles, il fallait parfois vendre 2 vaches, la moitié de son cheptel pour se faire opérer. Moi, j'ai 3 chats, tu vois. Une autre grande conquête, toujours proclamée sous les auspices d'Ambroise Croizat, le 12 août, la retraite. Ah ouais, la retraite. 82% des Français ne bénéficiaient d'aucune allocation vieillesse. Il fallait alors travailler jusqu'à 70 ans ou plus, glisse un ancien, pour espérer une petite obole donnée par les municipalités. Alors on se tuait au travail, jusqu'au bout. Mon père y est mort d'ailleurs, à l'usine. Tout change avec l'institution de ce qui fut appelé celle qui doublait la vie. On comprend le sens de cette appellation quand on se souvient que la vieillesse fut dès lors envisagée non plus comme une antichambre de la mort, mais au contraire, dira encore Ambroise Croizat, comme une nouvelle étape de la vie. Parmi les grandes conquêtes du CNRS, le Comité national de la résistance, fut aussi proclamé par la loi Croizat la généralisation des comités d'entreprise qui offrirent aux enfants d'ouvriers le droit à la lecture, aux vacances, aux bourses scolaires qui permirent à beaucoup d'envisager des carrières impensables pour des familles des cités. On vit naître également, peu de gens le savent, le CNRS, Centre national de recherche scientifique, outil de recherche de premier plan, qui, avec la nationalisation des banques, des mines et des énergies, ainsi que la mise en place de la fonction publique et de la médecine du travail, furent les pierres angulaires de cet renouveau social aujourd'hui menacé. Alors moi, par rapport à mon AT, j'ai été reconnue travailleur handicapé. J'ai une ITT, donc invalidité de travail temporaire de 3%. J'ai été reclassée
Donc parce que en fait, au niveau de ma main, au niveau de l'appréhension, tu vois, ce geste-là, en fait, je peux plus le faire, quoi. Enfin, tu vois, si je peux le faire, évidemment, enfin non, mais ça me fera super mal, quoi. Enfin, tu vois, je peux aller jusqu'à là. Au niveau de l'appréhension, je peux lâcher des choses et tout ça. Et donc, j'ai été reclassée et j'ai atterri au forum. Donc, le forum, c'est le service animation. Donc, tu dis, ouais, c'est trop bien, j'étais payée pour pouvoir aller au cinéma, entendre de la harpe et faire des jeux de société. Sauf qu'à ce moment-là, en fait, avec l'encadrement, parce que maintenant ça ne s'appelle plus les surveillants, ça s'appelle l'encadrement, on va me dire, mais parce que j'ai des restrictions médicales, on va me dire, Mme Ferry, vous ne me servez à rien, parce que je ne peux plus mettre les patients de fauteuil aux toilettes, ça m'est plus possible, quoi, au niveau de la dextérité, j'ai perdu, quoi, et vous ne me servez à rien, je ne peux plus aussi emmener, pousser les fauteuils, donc les emmener soit du service au forum ou du forum au service, vous ne me servez à rien. Donc en fait, tout ça, ça va me faire mal, quoi, parce que moi je crois peut-être à ce moment-là, j'ai pas encore fait le deuil du métier que je pourrais plus jamais exercer. Et en fait, les après-midi, en fait, je dois faire la réfection du forum. Donc en fait, c'est la poussière et tout ça, quoi. Et là, je fais une rechute datée. Je vais te convoquer à la médecine du travail statutaire patati patata qui est dans le Paris 13e, hein, donc c'est pareil, je ne peux pas le nommer non plus. Enfin, tu vois, il y a un grand hôpital d'assistance publique hôpitaux de Paris dans le Paris 13e. Et en fait, là, je suis là et tout, je suis en larmes dans son bureau, parce que tu as vu, normalement, la médecine du travail, c'est ça, quoi. Donc là, je lui dis, oui, je comprends pas, pourquoi vous nous laissez dans des conditions comme ça? Et je pleure. Moi, j'ai une collègue de 28 ans, ça, elle peut plus le faire. Parce que elle a les épaules complètement abîmées, à force de manipuler les personnes. Elle a 2 enfants en bas âge. Ça, elle peut plus le faire. Donc, il le sait. Donc, je lui dis, mais je comprends pas, et tout, machin. Et en fait, il est là et tout, il cherche dans mon dossier. Je suis en larmes, mais il cherche dans mon dossier, moi, du coup, je cherche avec lui, peut-être que je pourrais l'aider et tout, machin. Et là, elle fait, ah, mais vous êtes en dépression, madame? Ah bon? Ah, je savais pas. Enfin, il me dit si, vous êtes en dépression. Allez hop, partez en longue maladie pendant 3 ans, ça va vous faire du bien. Ah ouais, d'accord, ok, pas de problème. Donc là, en fait, là, je vais avoir du temps pour moi. Je vais pouvoir manger avec mes filles le midi. Tu te rends compte? Manger avec mes filles le midi, ça m'était jamais arrivé. Tu vois? En fait, je me levais à 5h du matin. Elle, je l'ai déposée à 7h à l'accueil du matin. Et moi, j'étais dans mon service à 7h30, parce que, tu vois, j'avais la chance d'avoir des horaires aménagés pour pouvoir les emmener. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je ne peux pas être au boulot à 7h et à l'école à 7h, c'est pas possible. Hein. Donc, j'avais la chance de ça. Et là, en fait, je vais prendre du temps pour savoir qui je suis un petit peu, me remettre un petit peu de tout ça et tout. Et là, je vais rencontrer des Amérindiens, en fait. Ouais, tu vois, des Amérindiens à Paris. Tu vois, ça fait le titre d'un film encore. Tu vois, je vais faire des cercles de chant, des cercles de paroles, des cérémonies de la pleine lune. C'est aujourd'hui, c'était hier aussi. Et ça va être génial, quoi. Et en fait, je vais me rappeler, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, hein, ah, mais pourquoi t'as jamais été voir les Indiens? Parce qu'en fait, une fois, j'étais, tu vois, là, t'imagines, c'est le canapé, donc je suis comme ça sur le canapé, tu vois, je vais m'asseoir carrément, je suis comme ça sur le canapé et tout, on regarde en fait un film qui s'appelle Little Big Man, donc je suis avec ma mère elle est là, tu vois, et toi, maman, et tout, hein, machin, et en fait, il y a une phrase que dit Dustin Hoffman, et qui, tu vois, il est sur son cheval, comme ça et tout, hein, voilà, et en fait, il dit une phrase, il dit, je jouais pas un Indien, j'étais un Indien. Et là, je saute du canapé, je dis, regarde maman, c'est ça que je veux faire. Elle me dit, oui, je sais, j'ai compris. Elle me dit, attends la suite. Et là, en fait, la suite, c'est leur condition de vie, quoi.
Bah, moi, j'ai pas envie d'y aller, hein, parce que j'ai pas envie d'aller voir, d'aller voir tu sais, des Indiens dans des conditions comme ça, quoi. Moi, ce que je veux, c'est courir dans la plaine, tu vois, ramasser l'eau comme ça et boire. C'est ça que je veux. Bah, ils peuvent même plus le faire, donc tu crois que je vais aller là-bas? J'y vais pas, parce que ça va me faire trop mal à mon cœur, quoi. Et en fait, ils viennent à Paris, ils viennent à moi. Donc ça, c'est génial, quoi. Et pendant ces 3 ans, j'ai la petite môme, tu sais, la petite là, tu vois, ma môme, hein, parce que j'en ai deux, j'ai une petite môme et une grande môme, enfin, tu vois. Et moi, elle fait, mais maman, t'as la retraite ou quoi? Mais là, je la regarde, je dis, ah ouais, bah non, j'y suis pas, mais j'aimerais bien, moi, tu vois. Elle me dit, mais non, mais parce qu'en fait, tu sais, enfin, tu travailles plus, qu'est-ce que je dis, moi, à l'école, par rapport à ton travail, qu'est-ce que je dis? Je dis, bébé, tu lui dis comme quoi tu dis que je suis aide-soignante, quoi. Je dis, attends. Elle me dit, oui, mais bon, moi, ça me ferait du bien quand même que tu retournes travailler et tout. Ça ferait du bien qu'à toi, quoi, quand même. Hein. Je dis, donc, du coup, j'y retourne, quoi. Donc, on est en 2014, hein. Donc, j'y retourne et tout. Et en fait, moi, je dois reprendre mai 2014. Et là, je leur rappelle que vers janvier 2014, que je vais revenir travailler. Oh ouais, je veux trop retravailler. Bon, c'est pas vrai, mais bon, bref. Et donc là, je vais passer de bureau en bureau en bureau. J'ai même un infirmier général qui me dit, mais vous croyez que j'ai un poste spécial fait Elisabeth pour ma poche? Enfin, dans ma poche? Non. Mais, enfin, voilà, je veux retravailler, quoi. T'entends ce que je viens de dire? Et en fait, là, je dois reprendre le 9 mai. Et on est le 23 avril à peu près. Et j'ai toujours pas de poste. Et j'ai ma mère qui me dit, non mais bébé, mais va voir la CGT, quoi. Non, parce que moi, tu comprends, moi j'ai envie d'être autonome, quoi. J'ai envie de m'émanciper de tout, je veux tout faire par moi-même, tu vois. Et en fait, du coup, j'appelle la CGT, ouais, tout, camarade. En fait, tu vois, je dois reprendre le 29 et j'ai toujours pas de poste et on est le 23 avril, quoi. Il me dit, ouais, ok, d'accord, ok. Bon, il me dit, viens et tout. Donc, je viens et tout. On va à la direction, une demi-heure après, j'avais un poste. Voilà. Et donc là, je vais reprendre une semaine au forum et je vais reprendre après à l'hôpital de la ville du Kremlin-Bicêtre, enfin le Kremlin-Bicêtre, où j'avais commencé en tant qu'aide-soignante, en 95. Je vais aller au forum, n'importe quoi, j'en reviens du forum. Je vais aller au centre de tri. Alors, qu'est-ce que c'est le centre de tri? Le centre de tri, en fait, c'est un service où tous les examens que tu fais à l'hôpital arrivent. J'avais jamais vu autant de fluide corporel de ma vie. Jamais. Quand tu es hospitalisé, tu fais prise de sang, CBU, analyse d'urine, de sel, de hépatite, de patata, de tout ce que tu veux, de tout ce qui sort du corps arrive dans ce service-là. Voilà. J'ai des collègues coursiers qui vont, qui vont chercher le sang et qui vont aller dans les autres services pour pouvoir donner du sang ou autre chose, enfin, tu vois. Et là, en fait, mais c'est impressionnant. Mais le travail qu'il y a, c'est impressionnant. C'est fou. Je m'étais, mais vraiment, jamais imaginé que ça pouvait être aussi important que ça, quoi. Donc en fait, ça arrive par pneumatique, donc ça par contre c'est génial, donc ça évite à tous les coursiers d'aller chercher les prises de sang ou les gaz du sang en urgence, donc ça c'est bien. Là tu vois, donc je vais te faire le geste, donc t'imagines, bon tu t'es fait une prise, qu'est-ce que tu veux faire comme examen? Ouais, un ECBU ça fait pas mal, t'es d'accord ou pas? Donc t'as fait un petit ECBU, donc tu vois, paf, ça arrive ici, donc les autres aussi ils arrivent, hein, ça arrive toutes les mêmes... Même pas toutes les fractions de seconde, enfin bref, hein. Et hop, donc tu prends le sachet, donc moi tu vois, voilà, je suis là, je vais des sachets, je vais mettre ça, il y a des petites barquettes ici, là, je vais mettre ça dans les barquettes, donc bactériologie, hématologie, biochimie, parasitologie, hormonologie, attends je m'oublie, OJ, tu vois, voilà, hop, et logie, et parce que c'est l'étude.
Et après, donc, du coup, ah, tu vois, je vais changer de poste, mais ce poste-là, j'ai jamais fait. C'est trop chiant, quoi. Et hop, ah non, mais carrément, en plus, t'es assis toute la journée, c'était pas possible. Heureusement que j'ai pas été là-dedans, j'aurais pété les plombs. Là, j'aurais fait le burn-out ou je sais pas quoi. C'est clair et net. Déjà, on est dans une pièce aveugle, quoi. Au 3e étage, pièce aveugle, tu vois pas la lumière du jour de toute la journée. Non, mais attends, un truc de ouf, quand même. Je suis pas punie, quand même, hein. Et donc, du coup. Donc là, tu vois, donc moi j'ai mis ça dans les barquettes. Donc le patient, enfin n'importe quoi. Mon collègue, enfin la collègue, elle va prendre le patient, mais enfin l'examen, hein, parce que c'est toujours un patient quand même hein, qui est là. Hein. Ça dépend pour qui. Hein. Il y en a qui appellent ça des clients, mais bon, moi j'ai encore un problème de vocabulaire. J'appelle ça encore des patients. Excusez-moi. Enfin, tu vois, voilà. Et donc du coup, bah, tu vois, ils enregistrent, voilà. Et après. À la fin de la chaîne. Ouh, attention, on n'appelle pas ça la chaîne, hein. Tu vois, ça passe quand même comme ça. Mais il ne faut pas appeler ça la chaîne, c'est pas possible. Donc moi, je vais prendre ça et après, je vais dispatcher dans tous les laboratoires. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, il y a la parasitologie, il y a la bactériologie. Là, il y a la... Non, attends, enfin bref, on s'en fout d'ailleurs. Enfin bref. Donc tu vois, il y a plein de... Voilà. Et tout ça, j'ai perdu mon fil. Haha, non, je l'ai retrouvé. Donc... J'avais jamais vu autant de fluide corporel de toute ma vie. C'est ça. Et un jour, parce qu'on a réellement un collègue qui, son travail, c'est bon, moi, là, dans ce travail-là, je faisais, donc sur ma fiche de paie, tu vois, il y a grade aide-soignante faisant fonction de coursier, puisque je suis reclassée, tu vois. Et donc là, en fait, on a un collègue qui, son métier, ça s'appelle la démarche qualité. Je t'explique ce que c'est. Tu vois, démarche qualité, on y revient. Hein. Et là, en fait, donc lui, je sais pas, tu vois, tu sais, les grands cotons-tiges, là, au niveau, tu vois, les examens et tout ça. Donc, en fait, il doit enregistrer ça. Et puis après, moi, je vais le dispatcher dans les autres laboratoires. Et là, en fait, donc, mon collègue, il est là, il fait, donc, et là, il prend le sachet. Et l'autre, il lui dit, allez, vas-y, tac, 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 tac. Et je le vois, il est en train de se dépêcher à enregistrer et tout. Et hop, il est là, tic, 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 hop, hop. Et j'ai fini, hop, moins d'1 minute. Bon, bah maintenant, tu feras tous ces examens, l'enregistrement de ces examens en moins d'1 minute. Et là, tu vois, à ce moment-là, en fait, d'habitude, il ne le fait pas aussi rapidement. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a tous envie de faire bien, tu vois. Ah, tu m'as donné ma sucette, quoi, tu vois. Bah, tu sais, il voulait se faire bien noter, quoi. Et là, en fait, il s'est fait griller, quoi. Il doit faire maintenant tous ces enregistrements d'examen en moins d'1 minute. Voilà. Et moi, je voulais remercier Ambroise Croizat pour tout ce qu'il nous a apporté, quoi. Donc, où que tu sois, Ambroise Croizat, où que tu sois, en fait, je t'envoie tout l'amour que j'ai. Et en fait, il y a les Amérindiens, ils disent pas je t'aime. Ils disent tu danses dans mon cœur. Et en fait, Ambroise Croizat, il fait du charleston. Tu vois, et franchement, merci. Parce que grâce à lui, j'ai mon accident du travail qui a été reconnu. Grâce à lui, j'ai pu aussi accoucher dans des conditions optimales. Grâce à lui, je peux me soigner, je peux me faire... je peux me faire opérer. J'ai pas envie spécialement, quoi, mais tu vois. Enfin, voilà. Et voilà. Merci Ambroise Croizat. Et dans le même temps, pendant qu'on était en train, parce que je me suis embrouillée dans le truc là, et dans le même temps, tu vois, pendant qu'on est en train de faire, qu'on parle d'Ambroise Croizat et tout ça, je suis sur Internet et tout ça, et donc c'était pendant 2015 et 2016, donc tu sais, la loi travail et machin tout ça, tu vois, on a fait des grandes manifestations aussi pour ça. Et là en fait, je suis sur l'ordinateur, et là en fait, ouais, et là, et je suis devant l'ordi et tout, et puis en fait il y a un mec. C'est parce qu'elle connaît, c'est pour ça. Il y a un mec qui, tu vois, qui est devant l'ordinateur, et en fait, c'est Bernard Friot, quoi. Et en fait, le mec, il a été touché par la grâce, comme Ambroise, quoi, en fait, tu vois.
Et là, en fait, il me parle de salaire à vie et tout, machin, enfin, tu vois. Et... Bon, après, il y a des mots, je comprends pas tout, hein, parce que il a le jargon. Donc, tu sais, j'appelle la grande môme, quoi, tu vois. J'ai la môme. Parce que la môme, tu vois, ma fille, elle est à l'université. Merci, Ambroise. Et je lui dis, ouais, qu'est-ce qu'il me dit et tout, machin. Donc, elle m'explique un peu et tout ça. Et en fait, je me dis, waouh, mais c'est trop bien, ça. Et je vais t'expliquer avec mes mots le salaire à vie. Donc en fait, il y a un éventail de salaire qui va de 1 500 € à 6 000 €. Bah, 6 000 €, pourquoi? Bah, parce qu'après, bah, tu as vu le reste, bah, ça fait, tu sais, ça enraye la société, tu as bien vu comment ça se passe. Hein. Donc, dès que tu as 18 ans, moi, je suis super impressionnée parce que je sais qu'il est par là-bas, hein, donc je veux ma sucette. et, et en fait, dès que tu as 18 ans, tu touches 1 500 €. Et on dit on a 18 ans tous les deux. Voilà. Donc moi j'ai 18 ans, toi tu as 18 ans, bon bah toi tu veux aller travailler, voilà, bah vas-y ma gueule, y a pas de problème et tout, je te soutiens, machin. Enfin, moi j'ai envie de faire autre chose, je sais pas, j'ai envie, tu vois, j'ai envie de vivre, hein, tout simplement, hein, déjà et d'une, je sais pas, ou j'ai envie de me former à faire quelque chose, tiens pourquoi pas le métier d'aide-soignante, ou après j'ai envie d'apprendre, de faire des études, ou j'en sais rien, peu importe, tu vois, parce que même là, en fait, on est en train de faire un travail ensemble, quoi, tu vois. Donc, du coup, voilà. Et donc, on se rejoint à 18 ans. Toi, tu as monté de salaire. Je sais pas, tu es à tant de salaire. Moi, je suis toujours à 1 500 €, tu vois, parce que j'ai pas été travailler, on va dire, style dans un travail, tu vois, je sais pas, moi, à l'hôpital, on va dire, j'en sais rien, tu vois. Donc, moi, je suis toujours à 1 500 €. On se rejoint 10 ans après. Donc, bah, tiens, moi, pendant cette période-là, bah, moi, j'ai travaillé, tu vois, je sais pas, j'ai été à l'hôpital. Et puis, bah, du coup, bah, les conditions de travail, elles sont vachement bien aussi, tu vois. Je sais pas, on est 10 aides-soignants. Alors là, moi, je t'invente ce que j'ai envie. Hein. De toute façon, c'est moi qui suis là, donc voilà. Donc, moi, je sais pas, 10 aides-soignants, on est 5 infirmiers, tu vois, de chaque côté et tout, c'est vachement bien. On peut, je sais pas, voilà, je te refais manger et tout, on remange et tout, prendre son temps. Ah, voilà. Ah, bah dis donc, on fait la toilette à deux d'un patient agité. Ah, c'est trop bizarre, ça se faisait avant pourtant, ça. Hein. Tu vois, des trucs comme ça. Et hop, donc du coup, bah, moi j'ai monté de salaire. Et toi, pendant ce temps-là, bah, je sais pas, t'étais avec tes potes. T'as voulu, tu t'es dit, tiens, je sais pas, je vais me lancer dans la culture et tout. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Là, aujourd'hui, on fonctionne avec, la propriété privée, je sais pas quoi, et la propriété lucrative, là, je sais pas quoi, un truc comme ça, je me souviens plus du terme, enfin bref. Et ça, on retire ça, quoi. Alors, qu'est-ce que... Non, je suis en train de m'embrouiller, là, quand même, tu vois. Non, on m'avait bien expliqué, mais ça, c'est des termes, tu vois, justement, que la môme, viens m'expliquer encore un peu, s'il te plaît. Alors, je vais t'expliquer avec mes mots encore. On dit... Aujourd'hui, je suis un très grand, riche propriétaire terrien, n'est-ce pas? Et que quoi qu'il arrive, je veux que tu cultives ceci et que ton travail, de toute façon, m'appartient, que tu m'appartiens et que ta force de travail m'appartient. Voilà aujourd'hui comment ça fonctionne. Avec le salaire à vie, nous décidons que nous achetons ce terrain-là, que nous faisons de l'agriculture, et que ce qui en ressort de nos propres fruits, nous le partageons. Tu vois, tu connais le cycle de l'eau. Et voilà, c'est ça le salaire à vie. En amont, ça veut dire aussi qu'on a changé notre système scolaire, quoi. Tu vois, on n'est plus là pour de la récompense ou de la punition, tu es là aussi pour pouvoir donner ce que tu as envie de donner. Et ça, c'est chouette, quoi. Donc moi, je veux le salaire à vie, moi. Parce que j'y crois. Et en fait, Bernard Friot, bon, normalement, vous n'êtes pas là, monsieur Bernard Friot. Hein, donc, et en fait, Bernard Friot, tu vois, lui, il fait la samba dans mon cœur. Oh, je suis super gênée. Tu vois que je suis timide. Et en fait, moi, par rapport à tout ça, tu vois, j'ai fait mon 11e besoin fondamental. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je me reconnais plus du tout à l'hôpital, quoi. En fait, j'ai démissionné, j'ai lâché la blouse.
Parce que bah, les conditions de travail, la façon dont ça se passe, leur histoire d'accréditation, leur histoire de 6 minutes et tout ça, bah, moi ça me correspond plus quoi. Donc bah, la blouse, bah, je l'ai laissée. J'ai même aussi laissé les sabots. Et là en fait, tu vois, là je suis devant toi, bah, sans costume, hein, ni d'amérindien, ni de blouse pour pouvoir me protéger. Donc, je vais quand même prendre l'exemple des Amérindiens, parce que ils dansent dans mon cœur aussi, hein, donc tu vois. Et j'ai juste oublié je veux faire une toute petite parenthèse parce que c'est important aussi pour moi. Donc là, ça casse l'effet, hein, je sais pas quoi, tu vois. Ça faisait un peu mélodrame, je sais pas quoi, mais bon. Parce que je trouve que c'est super important de le redire, enfin de le dire parce que je l'ai pas dit. En fait, c'est pour ça que j'y reviens et que tu vois, ça m'a fait tut. Je voulais dire qu'en fait, que de 1946 à 1960, pendant 14 ans, ce sont les ouvriers qui ont gouverné, dirigé la sécurité sociale et que à ce moment-là, ça fonctionnait très bien. Et qu'en fait, la Sécu, elle a été mise en place en 1946 et qu'en 1947, de toute manière, ils nous disaient déjà qu'il y avait un trou. Moi, j'adore la sécurité sociale et je suis réellement très fière de cet héritage parce que y a ma grand-mère qui est là. Et en fait, mon arrière-grand-père, il la tenait en 1936 sur ses épaules pour aller manifester et pour faire que la sécurité sociale, les congés annuels et tout ça viennent, quoi. Et moi, je remercie mes ancêtres pour tout ça. Alors, je te propose qu'on chante le chant amérindien des femmes Lakota. C'est le chant guerrier. C'est pas le guerrier dans le sens ouais, je vais faire la guerre, je vais tout défoncer, je vais tuer, nanani nanana. Non, c'est le guerrier qui est à l'intérieur de nous. En fait, tu vois, ça c'est le bouclier, ça c'est la flèche. Et en fait, pour les Indiens, le premier des pouvoirs que l'être humain a, c'est la parole. Regarde ce que fait El Khomri Macron avec sa parole, et regarde ce que fait Ambroise Croizat et Bernard Friot avec la sienne. Donc en fait, c'est d'avoir une parole fleurie. Et cette chanson, en fait, c'est une chanson qui est pas très vieille, qui part d'un mouvement qui s'appelle I Don't Know More. Moi, je ne peux pas parler anglais, hein. Moi, je connais Baby, I love you baby, et puis voilà, quoi. Mais en tout cas, I Don't Know More, ça veut dire plus jamais inactif, quoi. Et c'est pas plus jamais inactif, y a une phrase qui dit que c'est pas faire qui est compliqué, c'est de se mettre en état de faire. Donc, réveillons le guerrier qui est en nous, quoi, avec notre parole fleurie. Ça te dit de la chanter? Alors, la première parole, c'est hey, hey, hey. Et les autres personnes répondent Yakiyo, yakiyo, hey, hey, yakiyo, yakiyo, hey, hey, yakiyo. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Si tu veux, tu lances la première parole et après, moi, je fais la deuxième parole. Ça te dit ou pas? Ouais. Ok. On y va? Hey, hey, hey. Yakiyo, yakiyo, hey, hey, yakiyo, yakiyo, hey, hey, yakiyo. Je voulais remercier Monsieur Thierry Rouquet qui a été mon formateur, Monsieur Anthony Pouliquet qui a été mon formateur aussi, Monsieur Franck Lepage et Hervé, je me souviens plus comment il s'appelle, Hervé Chaplin, voilà. Et aussi les
personnes qui étaient dans ma promo, parce que ouais, bah, j'ai fait une promo. Hein, n'oublie pas que je suis en réussite différée quand même. Hein, donc, j'ai fait une promo. J'aimerais remercier Janice, Jenab, Julien et Vincent.